Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Madame, mademoiselle, monsieur, il y a le feu. Macron a mis la France à feu et à sang. Notre pays régresse, se fracture, se déconstruit, se décivilise. Après le cri d'alarme sans précédent des Gilets jaunes, c'est dorénavant au tour des militaires, puis des policiers, de nous mettre en garde face aux menaces réelles de guerre civile. Et déjà partout, sur le territoire français, des quartiers font sécession, les violences se répandent, oui, il y a le feu. La gestion chaotique de la crise sanitaire débouche sur une situation économique catastrophique. La France est en guerre contre le coronavirus, assène Emmanuel Macron. Et pendant ce temps, 10 ministres, 10, dont celui de la Justice, désertent leur poste pour pantoufler dans les conseils régionaux. Le ministre de l'économie, lui, parcourt les plateaux pour faire la promotion de son livre de souvenirs. Aux yeux de tous, aux yeux du monde, nous sommes dramatiquement dirigés par une bande d'amateurs inconséquents, incompétents et donc impuissants. Oui, il y a le feu. Depuis plus de 7 ans déjà, nous avons construit, grâce à vous, un môle de résistance libre, indépendant, capable de couvrir la voie des fanatiques et complotistes du politiquement correct. À Macron qui dit qu'il n'y a pas de culture française, nous opposons invités et émissions culturelles et historiques. À ceux qui attaquent la famille, la filiation, nous opposons une nouvelle émission pour les femmes et les enfants d'abord. À ceux qui se réjouissent du déclin technologique français, nous opposons encore une nouvelle émission, cette fois-ci scientifique. À ceux qui propagent la doxa sur le Covid, nous opposons un regard sérieux, expérimenté, notamment à travers notre journal télévisé. Partout où il y a le feu, nous montons en première ligne contre les pyromanes. Grâce au succès incontestable de TV Liberté, avec une progression de 165% du nombre de vues de nos programmes en un an, ils ne réussiront plus à nous faire taire, à vous faire taire. La presse alternative est devenue un rempart aux théories minoritaires indigénistes qui s'installent dans les médias, dans l'enseignement et dans le monde politique. Le modèle alternatif que nous avons créé est à l'origine d'une formidable dynamique qui s'étend dorénavant à d'autres médias. Dans les prochains mois, TV Liberté va avoir une mission historique à mener, faire gagner, sans parti pris, les forces de redressement, les défenseurs sincères de la France et de notre civilisation. Cette mission, nous allons la mener ensemble, côte à côte, et coûte que coûte, parce que nous voulons peser en 2022 en conciliant tous les talents, en portant tous les projets de renouveau de la France. Nous avons besoin de votre aide. En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 58 000 euros. 58 000. Nous avons donc, et nous faisons donc, appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Nous avons donc concrètement besoin de 580 personnes qui versent en moyenne 100 euros, et cela avant la fin de ce mois. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a le feu. Alors oui, à l'attaque. Bonjour à tous, notre Zoom du jour, aujourd'hui c'est avec Jérôme Rivière. Bonjour monsieur. Bonjour. Jérôme Rivière, vous êtes député français au Parlement européen, président de la délégation française du groupe Identité et démocratie. Vous publiez, Jérôme Rivière, cet ouvrage « Tocsin chronique contre les liquidateurs de la France ». Première question, c'est qui ces liquidateurs, Jérôme Rivière ? Ils sont nombreux les liquidateurs en fait, et c'est justement
Toxin d'abord, c'est parce qu'il y a un certain nombre des plus jeunes d'entre nous, j'ai découvert qu'ils ne savaient pas ce que c'était le toxin. Le toxin, c'est cette sonnerie que font retentir les cloches essentiellement des églises de France jusqu'en 1960 pour alerter d'un danger imminent. Ça avait été notamment le cas au moment de la mobilisation générale en 1914. Et donc c'est décréter une sorte de mobilisation générale contre l'alerte. La France est en danger. Et les liquidateurs de la France sont essentiellement aujourd'hui regroupés derrière Emmanuel Macron. Et c'est un peu de ça dont je voulais parler, expliquer, notamment revenir sur la façon dont Emmanuel Macron avait été élu, sur une double ambiguïté dont on parlera sans doute. Évoquez-la, cette double ambiguïté. Si vous voulez, il y a d'abord deux éléments qui ont permis l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a un certain nombre de Français qui ont eu peur de Marine Le Pen, parce qu'on leur a dit... La plupart des médias, vous faites quand même partie des exceptions de ces médias libres qui êtes capables de dire les choses, mais les moutons des médias français ont expliqué qu'avec Marine Le Pen, ça allait être le chaos. Et ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que le chaos, c'est Emmanuel Macron qui l'a amené. On le voit depuis les Gilets jaunes, avec aujourd'hui cette violence systémique en France et qui ne fait que croître, que le chaos, c'est bien lui qui l'a amené. Donc tous ceux qui ont voté, non pas pour Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen par peur du chaos, sont aujourd'hui des gens déçus parce qu'ils se rendent bien compte que Emmanuel Macron leur a menti, que les médias leur ont menti, qu'aujourd'hui, le projet qu'il présentait comme étant un projet de continuité de cette France que nous aimons tous, c'est pas du tout ça et qu'il a été extrêmement disruptif. Et ceux qui ont voté pour le projet macronien? Voilà, il y a la deuxième partie, c'est ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron qui s'inscrivaient alors. Il n'avait pas vraiment de projet, puisque c'est vrai que jusqu'au dernier moment, on expliquait qu'il n'avait pas de projet politique. Mais il était porteur de cette idée mondialiste, immigrationniste, sans frontiériste de l'Union européenne. En leur disant, vous allez voir, sans frontières, on va être très riche, ça va fonctionner, ça va être la start-up nation, tout va être merveilleux. Et là, ce rêve, il s'est fracassé sur la pandémie du Covid, parce que la seule chose de mondiale qu'on ait vraiment obtenue, c'est le vaccin. On voit maintenant qu'il nous vient de Chine, on en a à peu près la certitude après l'acceptation par Biden de ce que disait Donald Trump il y a déjà très longtemps. C'est bien, a priori, le laboratoire de Wuhan en Chine qui a laissé volontairement, involontairement, je n'en sais rien, mais laisser fuiter un virus qui est devenu mondial. Donc ça, la pandémie, on l'a eu de façon mondiale. En revanche, il y a une certitude sur cette fuite de laboratoire ou c'est une théorie parmi d'autres? Alors ça n'est pas il y a une certitude, je ne dispose pas de rapport me permettant de vous affirmer qu'il y a une certitude, mais ça n'est pas une théorie parmi d'autres. Vous avez un président des États-Unis, Donald Trump, qui l'a affirmé en disant qu'il avait des informations. Les médias lui ont tapé dessus parce qu'on était en campagne présidentielle. Aujourd'hui, le second président des États-Unis, Biden, qui détestait Donald Trump, reprend cette même théorie. J'ai tendance à penser qu'il y a un certain nombre d'éléments qui leur permettent de venir affirmer ces choses, sachant qu'il y a un faisceau d'indices concernant notamment des scientifiques chinois qui ont été hospitalisés au mois de novembre 2019, avant la pandémie, sortant de ce laboratoire. Donc on a vraiment un faisceau qui nous indique que de toute façon, ça vient de Chine. Donc ce que je veux dire, c'est que ce virus, c'était bien mondial. Ça, c'est ce qu'on a récupéré de la mondialisation. Et en revanche, on a été incapable de se protéger efficacement. On s'est rendu compte que pour avoir des traitements médicamenteux, on avait 97% des principes actifs dans nos médicaments qui sont fabriqués en Chine. Donc on s'est rendu compte qu'on était totalement désarmés. Et donc cette mondialisation, elle n'est pas heureuse. La mondialisation, elle a été malheureuse. Et pendant la pandémie, donc ceux qui votaient pour le projet d'Emmanuel Macron se sont rendus compte que, essentiellement, c'était les nations qui nous ont protégés. Ce sont les nations qui ont pris les actions qui allaient bien pour faire en sorte que les peuples s'en sortent bien. En France, Emmanuel Macron refusant de faire agir la France, on s'est trouvé l'un des plus mal lotis. Aujourd'hui, aux États-Unis, dans le Massachusetts, qui est un État démocrate, donc qu'on ne peut pas soupçonner de théorie républicaine, vous allez sans masque. Les gens fonctionnent sans masque. Ceux qui ont souhaité être vaccinés ont pu être vaccinés. Ils ont des traitements. La vie a reprise, donc l'économie refonctionne. Et donc ils vont nous dépasser encore plus. La France va mal. Vous évoquez aussi dès le début de votre ouvrage, Jérôme Rivière, la gestion par l'Union européenne des vaccins. Vous la jugez, cette gestion complètement calamiteuse. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait 2 livres noirs. On a donc 23 députés français du Rassemblement national au Parlement européen. Et on a fait 2 livres noirs sur la gestion effectivement de l'Union européenne. D'abord, la gestion d'origine avant qu'on s'occupe de celle des vaccins. L'Union européenne, ce n'est pas son domaine. Ce n'était pas une compétence accordée par les traités.
Et Emmanuel Macron en tête a dit bon, il faut absolument qu'on donne cette compétence à l'Union européenne parce que à plusieurs on sera plus fort. Vous savez, c'est les portes ouvertes en permanence. Ensemble on est plus fort. Vous verrez. L'union fait la force. Voilà, c'est des poncifs qui n'ont rien à voir avec une réalité. La réalité, c'est que on a refusé de fermer les frontières en France. Vous savez, Louis Alliot, maire de Perpignan, me disait pendant le début de la pandémie il constatait que des Espagnols rentraient en France parce qu'il n'y avait pas de frontières pour venir se faire soigner à l'hôpital de Perpignan quand des gens à Perpignan n'avaient plus de place et en revanche ne pouvaient pas se rendre en Espagne parce que l'Espagne avait fermé ses frontières. Donc la façon dont Emmanuel Macron a voulu gérer les choses en confiant à l'Union européenne cette gestion, l'Union européenne continue de dire il ne doit pas y avoir de frontières intérieures. Or, on a besoin de frontières intérieures pour se protéger. Vous savez, c'est cette phrase, le virus n'a pas de passeport. Si ce n'est que l'ensemble des porteurs du virus, l'ensemble des porteurs de virus ont un passeport. Et donc, si nous avions verrouillé nos frontières, on aurait pu beaucoup mieux gérer cette pandémie. Et sur le vaccin, l'Allemagne l'a fait avant nous. L'Allemagne l'a fait avant nous. Enfin, on a été les plus jusque-boutistes. Voilà, Emmanuel Macron a démontré par l'absurde que son projet était stupide. Et la gestion des vaccins, là aussi, c'est la même chose. Ça n'est pas du ressort de l'Union européenne de faire l'acquisition de vaccins. Là aussi, ils ont souhaité insister pour que ce soit l'Union européenne qui ait cette compétence. Dans cette forme la plus simple, qui est d'être une centrale d'achat. Une centrale d'achat, Leclerc sait faire ça, toutes les grandes centrales d'achat savent faire ça. Quand on est effectivement nombreux, normalement on tire les prix, on est rapide et on tire les prix. Et bien là, l'Union européenne, on a été les derniers servis et on paye plus cher que tous les autres. Plus cher que tous les autres. On paye plus cher que nos voisins britanniques. On est servi après nos voisins britanniques. On a été désastreux du début jusqu'à la fin. Je reviens sur mon exemple des États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, ceux qui souhaitent être vaccinés peuvent l'être. En France, ceux qui souhaitent être vaccinés ne peuvent pas l'être. C'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas et on continue de se balader avec une muselière sur le nez parce que il y a pas d'autre moyen de protection que d'essayer de trouver des méthodes archaïques. Donc vraiment, c'est un échec de ce projet de l'Union européenne souhaité par Emmanuel Macron, sans parler, au-delà de cette crise du coronavirus, de l'immigration massive qui continue d'alimenter des flux en Europe, en France en particulier, avec un lien évident que nous répétons à longueur de plateau, que nous répétons à longueur de discours, le lien entre immigration et violence. La montée de la violence est en parallèle avec la montée de l'immigration. Donc c'est vraiment un modèle de société qui nous conduit à notre perte. Et donc c'était un peu l'ensemble de ces constats que j'ai voulu raconter à travers ces chroniques. Alors justement, avec le blocage de la mondialisation pendant la crise sanitaire, on a vu le commerce international être complètement à l'arrêt. Vous évoquez la nécessité de revenir à un protectionnisme. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui dénoncent justement le protectionnisme comme étant de l'égoïsme, comme étant l'installation de miradors, de barbelés installés aux frontières ? Là aussi, quand on n'a plus grand-chose à dire, on est dans la caricature. Un exemple concret, j'ai été longtemps élu à Nice. À Nice, vous avez un marché aux fleurs qui est assez agréable. On peut trouver toutes sortes de choses. Et si vous allez acheter une rose, vous demandez d'où vient cette rose. Il y en a qui sont chères, d'autres qui sont pas chères. Celle qui est pas chère, elle vient du Kenya. Celle qui est chère, elle vient d'Italie, à 50 km. C'est pas normal, c'est pas logique. Donc il faut des protections. Pourquoi c'est pas cher ? C'est parce qu'au Kenya, ils vont utiliser des enfants pour aller cueillir ces roses. Nous, on ne souhaite pas, dans notre civilisation française, occidentale, faire travailler des jeunes enfants. Ils vont épuiser les sols, ce qu'on ne fait pas, parce qu'on cherche à préserver notre environnement. Donc il faut rétablir un équilibre, et donc des frontières et des barrières au périmètre à minima de l'Union européenne sont indispensables pour rééquilibrer la compétition économique. Tous les pays le font. La Russie, la Chine, les États-Unis, le Brésil. Seule l'Union européenne, de façon incompréhensible, continue de dire on doit être ouvert à tout vent. Ouvert à tout vent, c'est dangereux. Oui, des droits de douane extérieurs en moyenne 2,4%. Donc on voit qu'on... Et des fiscalités qui sont absolument une croissance la aberrantes. plus faible au monde dans l'espace. Notre modèle ne fonctionne pas. Ce modèle-là ne fonctionne pas et en plus nous conduit à notre perte parce que pour tenter de le faire fonctionner, ils appuient sur l'immigration et font en sorte qu'on ait de plus en plus
de migrants qui viennent à l'intérieur de l'Union européenne. Pourquoi ? D'une part parce que ça leur permet de déconstruire les nations, de déconstruire nos identités. Donc quand vous êtes déconstruit, vous êtes moins résistant. Et d'autre part, ça fait de la main-d'œuvre pas chère. Je vous rappelle qu'il y a des entreprises quand même qui emploient des migrants à des prix inférieurs au prix officiel du travail. Jérôme Rivière, vous évoquez le Brexit, vous saluez l'espoir qu'il suscite parmi les souverainistes en Europe, mais vous appartenez à cette formation politique dont la présidente Marine Le Pen s'est dite opposée à une sortie de l'Union européenne, en tout cas depuis l'élection de 2017. Comment est-ce que vous imaginez voir l'Union européenne tourner le dos au fédéralisme pour revenir au projet d'une Europe des nations ? J'étais très content de voir le Brexit pour une raison très simple, c'est que vous avez un peuple britannique qui s'est prononcé pour dire « je veux quitter cette Union européenne ». Il était inimaginable qu'on empêche un peuple de décider de son destin. Donc ils avaient décidé de leur destin et j'ai trouvé que c'était une façon de casser la première brique de l'Union européenne. Moi j'aime l'Europe, mais j'aime pas l'Union européenne. Je pense que l'Europe, telle qu'elle a été construite dans les années 58 et jusqu'aux années 92, qui est la période du traité de Maastricht, c'était un espace de coopération entre nations qui nous a rendus plus riches. Oui, l'Europe nous a rendus plus efficaces, nous a permis d'avoir un certain nombre de normes nous permettant d'avancer vers plus de prospérité. On commerçait entre la France, l'Allemagne, l'Italie, avec un certain nombre de pays. Et donc jusqu'à Maastricht, c'était quelque chose de très positif. C'est pour ça d'ailleurs que les gens retiennent cette idée, pourquoi dit-on que l'Europe c'est pas bien alors que l'Europe c'est bien ? Parce que l'Europe, ça n'est pas l'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Union européenne, c'est en fait le jour où on a un Parlement, on a un conseil. Le conseil, c'est les ministres, en fonction le conseil des ministres de l'agriculture, c'est tous les ministres de l'agriculture de l'Union européenne qui se réunissent. Le conseil est censé prendre les décisions. La commission était censée agir comme secrétariat du Conseil et le Parlement européen devait agir en tant que législateur. Ce qui s'est passé en 92, c'est que le Conseil, qui est censé tout diriger, s'est retrouvé à quasi-égalité et avec une volonté avec de la Commission. Ouais. Exactement. Or, la Commission, personne ne sait qui c'est. Ils n'ont pas de légitimité, ces gens. Ils n'ont pas été élus. Ils sont désignés par les exécutifs nationaux. Ils passent même pas devant le Parlement français. Le Thierry Breton, qui est le commissaire français, l'Assemblée nationale ou le Sénat n'ont pas eu leur mot à dire, savoir s'ils étaient contents que ce soit lui ou non qui aille représenter la France. C'était Pierre Moscovici qui avait été envoyé par François Hollande. Exactement. Donc on est sorti du domaine démocratique. Et donc c'est ça qu'il faut faire, c'est briser ce pouvoir qui sont donnés à la Commission pour la remettre dans son rôle de secrétariat. Non, pas un Frexit parce que. Mais comment vous imaginez pouvoir réformer alors l'Union européenne de l'intérieur ? Vous vous souvenez quand Margaret Thatcher avait fait ce fameux discours en tapant « I want my money back », je veux qu'on me rende mon argent. C'est la même chose que fera Marine Le Pen, élue présidente de la République. Elle ira dire à l'ensemble des présidents et chefs d'État de l'Union européenne « j'en veux pour mon argent ». Et la France est l'un des principaux pays contributeurs au budget de l'Union européenne. Si la France dit « maintenant vous n'aurez pas mes sous », sauf si on modifie la façon dont on fonctionne, vous verrez, il n'y aura pas besoin de faire un Frexit. L'Union européenne changera son fonctionnement. Si la France ne payait pas, aujourd'hui, l'Union européenne ne fonctionnerait pas. Et donc, à partir du moment où on paye, qui paye commande, nous commanderons et nous ferons en sorte que cette Union européenne se réforme. Il faudra peut-être retourner à une communauté européenne, mais en tout cas, cette communauté de nations qui coopèrent librement entre elles. Vous êtes un spécialiste de la défense, Jérôme Rivière. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous qualifiez le projet d'Europe de la défense d'utopie ? En plus, c'est une mauvaise utopie, parce qu'une utopie, on peut y avoir un côté positif. C'est la même chose, pour les mêmes raisons que pour le vaccin. La défense, c'est un élément essentiel de la souveraineté d'une nation. L'Union européenne n'est pas une nation. Imaginer une défense de l'Union européenne, c'est faire croire qu'il existerait un projet national au niveau de l'Union européenne. Ça n'est pas vrai. L'un des éléments avec lesquels ils essayent de créer aujourd'hui cette Europe de la défense, c'est avec un fonds pour la défense. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, on a un chef d'État qui est chef des armées. Il donne une mission opérationnelle aux militaires en leur disant, voilà, moi je veux que nous soyons capables de projeter 5 000 militaires, 10 000 militaires sur un théâtre d'opération extérieure.
dites-moi ce dont vous avez besoin pour pouvoir tenir ce contrat opérationnel. Les chefs d'état-major disent, moi j'ai besoin de tel type d'armement, j'ai besoin d'avoir tel type de matériel, tant d'hommes, etc. En fonction de ça, le Parlement vote des crédits. Et vous avez la DGA, qui est la Délégation Générale pour l'Armement, créée par le général de Gaulle, qui dit, bon, on va fabriquer les matériels dont on a besoin. Si vous allez vous battre au Sahel, vous avez besoin de matériel spécifique. Si vous imaginez que les menaces qui sont celles contre la France doivent se prémunir, vous demandez des matériels en fonction de ces menaces. Au niveau européen, il n'y a pas de chef d'état-major. Il n'y a pas d'armée européenne. Donc ça veut dire qu'on va faire des programmes au doigt mouillé. On va dire, tiens, c'est sympa, on va se faire un char. Mais on fait un char pourquoi ? Pour lutter face à d'éventuelles troupes imaginaires russes qui viendraient nous envahir ? Pour lutter au Sahel ? Quel est l'objectif de ce fonds de défense européen ? Il faudrait une unanimité, en fait. Non. L'Europe ne doit pas s'occuper de défense. L'Europe doit faire preuve de solidarité. Aujourd'hui, quand la France... Qu'est-ce qu'il arriverait de la question du feu nucléaire dans le cadre d'une Europe de la défense ? Plus, mais ça, pour être crédible, la souveraineté et la dissuasion nucléaire, c'est que vous ayez identifié une personne qui dise si on attaque l'Hexagone, le territoire national ou l'outre-mer, parce que ça fait partie de notre territoire national, je déclenche le feu nucléaire. C'est ça la dissuasion, c'est la crédibilité. Si vous commencez à expliquer... Alors, attendez, je dois passer un coup de téléphone à Angela Merkel pour savoir si elle est d'accord. Ah, et puis il faut que j'appelle aussi le président du Conseil. Bon, c'est fini, il n'y a plus de dissuasion. Et puis on appuie à 28 sur le bouton. Donc ça ne marche pas. Donc la dissuasion nucléaire, c'est un élément essentiel de notre souveraineté, et c'est en plus ce qui donne à la France une voix particulière. C'est ce qui nous permet d'avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pas rien, nous sommes que 5 nations à avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est essentiel pour que la France continue de faire entendre sa voix au-delà du continent européen, sur la planète tout entière, parce que nous sommes entendus. Il serait question de partager ce siège avec l'Allemagne si on arrivait à bout de ce projet de la défense. Mais même plus tôt, aujourd'hui, c'est la demande exprimée par les Allemands. Ils souhaitent partager ce siège, et c'est une concession envisagée et en train d'être organisée par Emmanuel Macron. Et ça, c'est très très grave. Il n'est pas imaginable que les Français ne soient pas consultés sur quelque chose d'aussi essentiel. Il en va même de l'avenir même de la nation française. Si nous n'avons plus demain les outils pour notre défense, on n'existe plus comme nation. Puis sur un autre sujet, la défense, c'est aussi l'armement. C'est une industrie qui nous permet de développer toutes sortes de compétences. C'est de la puissance. Lorsque nous avons réussi, et je veux saluer ce qu'a fait l'entreprise Dassault, être en capacité de vendre des Rafales à la Grèce, à l'Inde, mais je pensais à la Grèce, parce que la Grèce, c'est par rapport à la Turquie. C'est une façon pour la France de se projeter comme puissance aux frontières extérieures de l'Europe, pour dire à nos alliés grecs, on vous accompagne dans cette mission difficile qui est de veiller à ce que la Turquie ne vienne pas, par ses visées impérialistes et islamistes, perturber trop l'Union européenne. Mais dans ce cas, donc l'armement, l'industrie d'armement est un élément de puissance. C'est assez légitime d'aller soutenir la Grèce, j'imagine, contre la Turquie, mais dans votre ouvrage, vous expliquez que là, vous regrettez la perte du monopole des ventes d'armes au Qatar, pays lié au terrorisme islamiste. Est-ce que la diplomatie, c'est que du business ? Non, la diplomatie, ça n'est pas que du business, mais la diplomatie sans défense et sans industrie de défense, elle est très faible. On n'est pas le Vatican. C'est très très bien la diplomatie du Vatican, mais elle appartient au Saint-Père. La France, c'est une nation, elle est ancrée dans un territoire, elle est ancrée dans des intérêts. On a des intérêts à protéger, on a des intérêts notamment en matière de gaz, en matière de pétrole, pour que les Français puissent vivre dans une prospérité qui est nécessaire. Oui, mais la cohérence, où est-ce qu'elle est ? Si on arme la Grèce et qu'on arme aussi un pays musulman qui sont peut-être, in fine, susceptibles de se retrouver l'un en face de l'autre, en fait, on vend aux deux parties d'un conflit, quoi. On a réussi un exploit à l'époque de la guerre des Malouines, lorsque nous vendions à l'Argentine et que nous étions alliés aux Britanniques, à peser dans ce conflit sans se retrouver en incohérence.
Être un exportateur de produits d'armement, de matériel d'armement, c'est exporter la puissance et la souveraineté française. C'est vraiment indispensable et important. Et je préfère, moi, savoir quels sont les matériels que vont acheter les Qataris, plutôt que de me dire, de toute façon, ils vont en acheter, ça va être du matériel américain ou du matériel russe, je ne sais pas exactement ce dont ils disposent. Je préfère que ce soit la France qui, d'abord, en tire les bénéfices, c'est des emplois qui seront faits en France, et qui puisse avoir un dialogue permanent, parce que lorsque vous vendez du matériel militaire, vous avez un dialogue, parce qu'ils ne savent pas tous se servir complètement des plateformes. On continue d'avoir de la formation, on continue d'avoir un suivi des systèmes, et donc ça permet d'avoir, si je puis dire, un pied à l'intérieur soit de pays alliés, soit de pays simplement clients, pour que, encore une fois, la voix de la France soit entendue. Expliquez-moi, Jérôme Rivière, comment les exportations d'armes peuvent, comme vous l'expliquez, contribuer à la pacification de certaines régions. L'exemple que je vous ai pris, c'est celui de la Grèce et de la Turquie. J'ai été au mois de mars 2019 à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Vous avez un pont très large qui est le principal axe de transport routier entre la Turquie et la Grèce et donc l'Union européenne. Ce pont, il est truffé de mines, avec des militaires grecs qui sont là pour éventuellement le faire sauter en tant que de besoin. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans le cadre d'une relation pacifiée entre deux alliés, puisque la Turquie et la Grèce, comme la France, sont à l'intérieur de l'OTAN. On est dans une relation tendue, parce que nous avons en ce moment en Turquie un gouvernement de M. Erdogan qui a des visées impérialistes, parce qu'il veut rétablir à travers une diffusion de l'islam radical, il veut peser sur le destin des pays européens. Ça n'est pas acceptable. En aidant nos alliés grecs, en les armant, en les formant, parce que quand vous les armez, vous les formez, vous faites peser la France dans ce face-à-face entre la Grèce et la Turquie, et vous dites très clairement aux Turcs qui viennent interférer aussi en France, je vous rappelle à Strasbourg, la volonté d'Erdogan lorsqu'il était venu d'essayer d'interférer dans les élections locales, vous lui rappelez qu'on est nous aussi à sa frontière et non pas l'inverse. C'est essentiel. La France est une puissance d'équilibre. On n'est pas belliqueux, mais on est capable de dire, y compris dans l'océan Pacifique, l'océan Indien, avec notre présence en Nouvelle-Calédonie, on est capable de dire à un certain nombre de grands pays, nous sommes là et nous veillons sur nos intérêts. Et ça, c'est l'intérêt des Français. Et justement, face à l'agressivité, maintenant qu'on peut constater du président turc Erdogan, vous dites que la France devra bâtir une nouvelle alliance. Et vous pensez à quoi ? Aujourd'hui, on fait partie de l'OTAN, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Nicolas Sarkozy a commis une erreur absolue, un acte de soumission aux Américains inacceptable. Il est rentré dans le commandement militaire intégré de l'OTAN qu'avait quitté le général de Gaulle. Le projet de Marine Le Pen, qu'elle a d'ailleurs réexpliqué récemment, c'est de quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN. Nous ne voulons pas que les militaires français soient sous l'autorité d'une autre nation que la nation française. Pour autant, on ne quitte pas l'OTAN, c'est-à-dire ce lieu où on peut échanger, discuter, mais nous refusons que nos militaires soient placés sous ce commandement étranger. Et derrière, vous travaillez, encore une fois, Grèce, Malte, pour faire des patrouilles maritimes contre la Turquie, pour se préserver, se prémunir d'éventuelles agressions de la Turquie. Autant dont fait partie la Turquie. Autant dont fait partie la Turquie, mais donc il faut être capable de dire, là-dessus, ça pose problème. J'ai été rencontrer à Washington les parlementaires américains. Vous savez, pour eux, c'est très loin l'Europe. Et ils mélangent un peu tout. C'est pas méchant, mais ils sont pas très bons en géographie. Ils sont pas très bons en géographie et ils s'en moquent un peu. Débrouillez-vous, tout ça, on vous connaît pas bien. Voilà. Ouais. On a perdu ce respect qu'avaient les Américains pour la France, parce que pour eux, c'était une voix qu'il fallait écouter, sur laquelle il fallait veiller. Sortir de ce commandement militaire intégré, ça permettra de faire entendre notre position et de leur rappeler que lorsqu'ils font une patrouille avec les Turcs et qu'ils ont face à eux des bateaux, des navires français, grecs et de Malte, c'est qu'il y a un problème. Et de se rappeler à l'ordre Erdogan ou de tirer les conséquences, parce que je ne pense pas qu'on puisse très longtemps continuer à avoir Erdogan à l'intérieur de l'OTAN si nous voulons y rester. Ce sera ma dernière question, Jérôme Rivière. Les conséquences de la crise du Covid, personne n'en connaît encore les conséquences. Vous vous attendez à quoi ?
Écoutez, moi je suis très inquiet pour la population française parce qu'on l'avait vu avant la crise du Covid, on avait la crise des Gilets jaunes qui était quand même la démonstration qu'il existait un vrai mal-être en France, notamment lié au mépris des classes bobo urbaines pour la ruralité. On voit aujourd'hui que le prix de l'essence est en train de réaugmenter. On voit qu'on a, après ces mensonges sur ces nouveaux compteurs électriques, on voit qu'en fait, on va être obligé de les payer alors qu'on nous a dit qu'ils allaient être gratuits. On repart sur cette organisation de dirigeants déconnectés des réalités. Et je crains, moi, une France qui ne soit pas apaisée. Et le projet de Marine Le Pen comme candidate à la présidence de la République, c'est de restaurer la paix civile en France. On a besoin de retrouver une situation où on n'est pas menacé par la violence physique. Aujourd'hui, on a la violence physique. Où on n'est pas menacé par la violence islamiste. On a des attentats terroristes beaucoup trop réguliers. Où on n'est pas menacé par la violence économique. Aujourd'hui, vous allez avoir des plans de licenciement massifs. On a besoin de retrouver un état de paix civile pour restaurer ce qu'est la nation française autour d'un projet de civilisation. Et ça, c'est vraiment ce qui doit nous réunir dans 11 mois. Mais d'ici là, je crains beaucoup de chaos encore. Tocsin, chronique contre les liquidateurs de la France, publié à la Nouvelle Librairie Édition. Ouvrage que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Jérôme Rivière. Merci à vous.